Nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Canal. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Tout de suite, ce journal s'ouvre par les titres à la une. Dans ce journal, vous aurez droit, mesdames et messieurs, au lancement officiel de la journée porte ouverte à la Commission électorale nationale indépendante CENI, au cours duquel le premier vice-président de la CENI rassure que les élections auront bel et bien lieu. Vous aurez aussi droit à l'invitation lancée par la coordination du programme national de lutte contre le paludisme à la communauté du Kasaï central à lutter efficacement contre la malaria. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Ce journal s'ouvre par cette information. Le gouvernement provincial du Lualaba a fait le bilan de l'incendie qui s'est déclaré à l'école Mwanga lundi 24 avril. Entre-temps, la gouverneure de cette province, Fifi Masuka, s'est engagée à prendre en charge tous les sinistrés. Suivez. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolosi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Kolosi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte qu'a menée le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolosi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation, et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient, et donc il y a quelques cas de traumatologie, mais pas de brûlure, pas de décès. Les blessés, il y en a, c'est tout à fait normal, mais le ministre de la Santé peut me donner les détails qui pourra édifier les uns et les autres. La cause, bon, il y a des gens qui spéculent, il y en a qui parlent de court-circuit électrique, d'autres qui parlent d'un feu qui partirait du côté de l'école primaire, mais nous sommes contents d'apprendre de la bouche du procureur que l'enquête est déjà ouverte depuis ce matin et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. Voilà, merci. Donc à ce stade, le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade. Nous n'avons aucun brûlé à ce stade, mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme physique, bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologique. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques, aussi bien de stress post-traumatique aigu que de stress post-traumatique chronique, et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme, et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. À ce stade, nous remercions d'abord
le leadership féminin par rapport à la vision, parce qu'au niveau des structures sanitaires où la prise en charge est en train d'être faite, le plateau technique est assez suffisant. Non seulement ça, la province, dans l'approche bien sûr multisectorielle, a mis la main à la poche pour répondre à 100% à cette prise en charge. Donc il n'y a aucune famille à ce stade qui est en train de prendre en charge financièrement les cas, mais néanmoins nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela. Lancement officiel de la journée porte ouverte à la CENI ce mardi 24 avril. À cette occasion, le premier vice-président de cette institution a déclaré que le processus électoral évolue bien et qu'il y aura bel et bien élection comme prévu dans les délais. Suivez Didi Manara dans ses propos recueillis pour vous par Moavra Patient Ntumba. Que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. À ce sujet, nous avions organisé plusieurs cadres de concertation au cours desquels nous avons annoncé comment est-ce que cela allait se passer. La CENI avait planifié plusieurs aires opérationnelles, 3 aires opérationnelles. Aujourd'hui, la première et la deuxième aire opérationnelle sont arrivées à terme de l'enrôlement. Et nous sommes en train d'atterrir avec la 3e ère opérationnelle. Nous sommes très heureux de vous informer, chiffres à l'appui, je crois que ces chiffres seront donnés par le secrétaire régional, que nous avons enrôlé plus de 95% d'enrôlés attendus. Nous attendions plus ou moins 49 millions d'enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 95% avec une moyenne de 51% pour les femmes et 49% des hommes. Ceci étant, personne, comme l'a dit madame le rapporteur, ni même la CENI, ne peut arrêter à ce jour. Nous avons pratiquement traversé le point de non-retour. Donc arrêtez de croire à toutes ces personnes-là qui veulent que le processus électoral n'est pas libre. Ce n'est plus possible. La CENI vous dit clairement et ouvertement que les élections générales auront lieu le 20 décembre de cette année. Si vous faites bien vos calculs, il ne nous reste que plus ou moins 240 jours d'ici au 20 décembre. Donc, nous demandons vraiment aux partis prenants, surtout aux partis politiques, aux regroupements politiques, de se préparer. Parce que dans quelques jours, au mois de juin, nous allons demander aux partis et regroupements politiques de présenter leurs candidatures, surtout à la députation nationale. Restons dans ce même chapitre, organisation ce mardi 25 avril à Kinshasa d'une journée porte ouverte initiée par la CENI. Cette séance de travail permet aux parties prenantes au processus électoral en RDC de voir de près l'organisation de ce processus par la centrale électorale. Un expert des questions électorales en RDC demande à la CENI d'associer de plus en plus les partis d'opposition pour assurer sa transparence. Reportage d'Eric Lutumba et Sarah Kampika. Plusieurs parties prenantes au processus électoral en RDC, dont les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, y compris les missions diplomatiques accréditées en RDC, pour ne citer que cela, sont conviés à cette journée porte ouverte organisée au siège de la CENI à Kinshasa. D'après cet expert des questions électorales, cela permet de renforcer la crédibilité du processus en cours. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer cette initiative combien louable de la part de la CENI, parce que c'est parmi les recommandations que nous avons eu à faire à cette institution, c'est que nous leur avons demandé d'organiser certaines journées portes ouvertes comme les journées qu'elle organise à partir d'aujourd'hui mardi. C'est tout à fait une manière aussi d'éprouver à la face du monde sa transparence dans la gestion des opérations électorales. Et aussi, c'est pour lutter contre cette opacité, parce que cet organe est censé organiser des élections et les élections qui
appelle un peu à l'existence de toute tendance. Donc ici, elle joue le rôle d'arbitre. Donc en tant qu'arbitre ici, elle doit jouer à la neutralité. Donc elle doit jouer à la neutralité, à l'impartialité aussi. Alors pour prouver aux uns et aux autres elle est en train de jouer correctement son rôle, elle a l'obligation aussi d'organiser des portes ouvertes pour pouvoir dire que, ou encore pour pouvoir mettre fin à des suspicions d'opacité dans sa gestion. Avant d'appeler la Commission électorale nationale indépendante CENI d'associer de plus en plus les partis politiques d'opposition pour éviter tout soupçon de fraude. À ce stade, ce que la CENI doit faire, c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire, donc c'est être ouverte et ne pas attendre que ces acteurs politiques-là viennent vers la CENI, mais c'est plutôt à la CENI d'aller vers ces acteurs politiques parce qu'elles sont partie prenante au processus électoral et par conséquent, elles doivent, tous ces acteurs-là doivent d'une manière ou d'une autre être en contact et avoir des contacts aussi permanents avec la Commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la CENI dans ses prérogatives, elle doit être ouverte à ce bloc, c'est-à-dire être transparente à tous les niveaux. Associer ce bloc dans toutes les étapes du processus électoral. Comme nous sommes déjà au niveau de la révision du fichier électoral, il faut que la CENI approche ces acteurs-là. J'ai vu, ils sont déjà à l'étape de nettoyage du fichier, donc ils enlèvent le doublon et autres. Donc, il faut que ces acteurs politiques soient associés pour qu'ils voient comment est-ce que ces opérations se déroulent en toute transparence. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Il faut qu'ils soient associés à tous les niveaux. Donc même au niveau du serveur, parce que lorsque on identifie les gens, on envoie leurs identifications au niveau du serveur. Il faut qu'il y ait, si la CENI veut se montrer plus indépendante, elle doit associer ses acteurs politiques ou encore le membre de ces différents camps politiques jusqu'au niveau du serveur central où l'on envoie tous les résultats, et que ce soit de la révision du fichier électoral ou encore que ce soit du processus ou encore du scrutin proprement dit. Rappelons que la CENI venait de clôturer avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs avant de s'atteler au nettoyage du fichier électoral. Changeons de registre. Le retrait partiel du groupe terroriste du M23 dans certaines localités de l'Est de la RDC est une attitude jusque-là déplorée par les experts en questions internationales qui pensent que ces manœuvres violent encore une fois de plus la feuille de route de Luanda et les accords de Nairobi. Eric Lutumba et Sarah Campinka pour le reportage. Alors que la date et leur cantonnement dans le Mont Sabino était le 30 mars dernier, les terroristes du M23 ne se sont pas toujours retirés intégralement des localités de l'Est de la République démocratique du Congo qu'ils continuent à conquérir au mépris des recommandations du sommet de Luanda. Ces manœuvres du M23 sont déplorées par la majorité d'experts en questions internationales qui invitent Kinshasa à maintenir sa position de ne plus négocier avec le M23. Nous déplorons le fait que le M23 ne veut pas obtempérer et à la feuille de route de Luanda et aux accords ou pour parler de Nairobi, et cela n'est pas pour encourager le processus de paix. Donc ce qu'il faut faire au niveau interne, la RDC devrait interpeller la force régionale et la EAC à redéfinir sa mission pour que cette force soit aussi offensive et appuie les efforts congolais. Ça c'est de un. De deux, il faudrait aussi que la communauté internationale appuie cette organisation sous-régionale du côté des pressions vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda, parce que ce sont les pays, si vous voulez bien, qui soutiennent les M23 et qui les entêtent à libérer certaines localités pour occuper d'autres localités. Il a aussi ajouté que la solution ne viendrait que du gouvernement congolais. La solution définitive proviendra d'abord de l'interne, c'est-à-dire du gouvernement congolais. Et la communauté internationale ou la communauté sous-régionale viendra appuyer les efforts déjà engagés au niveau interne. Parmi les solutions à cette problématique, il faut des réformes dans le secteur de la sécurité. Il faut que les institutions actuelles répondent aux défis sécuritaires actuels. Et des trois, il faut aussi privilégier l'intérêt général. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour mettre fin à cette crise?
Est-ce que, et quatrièmement, il y a d'autres stratégies qu'on ne peut pas peut-être livrer à la place publique. Rappelons que le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, avait dénoncé le retrait partiel et formaliste de la part du M23. Rendons-nous au Congo central où le tribunal de paix de Matadi, siégeant en audience foraine et publique lundi 24 avril, a renvoyé à 2 semaines l'affaire opposant le ministère public et partie civile en face, M. Mavinga Lusala Cicéron, sur la détention de stupéfiants. Cette décision permet de soumettre les 10 produits à l'expertise pour détecter sa vraie nature. C'est un reportage de notre permanent depuis la ville de Matadi. C'est sous un soleil accablant du midi de ce lundi 24 avril 2023 que le tribunal de paix de Matadi a siégé en audience foraine et publique devant le bâtiment administratif de la mairie de Matadi sur l'affaire opposant le ministère public et la partie civile contre le prévenu Mavinga Lusala Cicéron en présence de monsieur le maire de cette ville portuaire Dominique Nkodiambete. Après la lecture de l'extrait du rôle pénal par le greffier du siège, le président du tribunal, Madame Judith Ngalula Kapiamba, accompagné de 2 autres juges, a procédé à la vérification de l'identité de la partie prévenue. S'en est suivi la présentation de la prévenue et les effets qui sont mis à sa charge par le ministère public. De leur part, les avocats de la partie prévenue ont souligné quelques irrégularités sur la détention de leurs clients et ils ont sollicité en même temps une mise en liberté provisoire en faveur de ce dernier. Cette demande a été déclarée par le tribunal recevable mais non fondée. En répondant aux questions du tribunal, le prévenu Mavinga Lusala Cicéron a reconnu sa signature sur les PV et quelques objets qu'on lui a présentés et il a nié d'autres effets. Face à cette situation, le tribunal se vit dans l'obligation de faire appel à un expert pour examiner ces indices de culpabilité en charge du prévenu et il a renvoyé l'audience à 2 semaines, soit le 8 mai prochain. La partie prévenue insiste quant à elle sur l'irrégularité de la détention de son client, déclare l'un des avocats. Il était appréhendé le samedi. Nous sommes maintenant le lundi. Il fallait d'abord que le ministère public puisse le représenter devant la chambre du conseil. C'est la chose qu'il n'était pas fait. C'est pour ça que nous avons demandé au tribunal, par rapport à cette règle de sa détention, selon la loi, puisse lui accorder sa mise en liberté provisoire. A noter que Mavinga Lusala Cicéron a été appréhendé la nuit du 15 de ce mois en cours à la suite de l'opération Kumba Kimbiko initiée par le maire de Matadi afin de traquer tous les hors-la-loi qui sèment la terreur dans sa juridiction. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga où le ministre provincial de l'Intérieur a répondu à ce mardi 25 avril aux questions des députés à l'Assemblée provinciale en rapport avec l'insécurité grandissante dans cette partie de la RDC. Gisèle Kabongo et Gérard Sangwa pour le reportage. La suite de l'interpellation avec les réponses du ministre provincial de l'Intérieur aux questions supplémentaires soulevées par les honorables députés sur le massacre des jeunes du quartier Kilobé-Lobé étant l'un des points capitaux à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 25 avril 2023. Eric Moutandala, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a fait la lecture des éléments des réponses aux questions lui adressées par les élus du peuple à la plénière du 18 avril dernier. Je venais répondre à un débat qui est tout à fait démocratique, à un exercice parlementaire. D'habitude, je crois que le sujet que nous devons aborder, c'est des sujets qui concernent nos compatriotes haut-katangais par rapport à la situation d'insécurité. Ici, je voudrais dire qu'il est de notre obligation de répondre à l'interpellation de l'exécutif du législatif et il est aussi de notre devoir de prendre les remarques et suggestions et recommandations afin d'améliorer la sécurité quotidienne de la population katangnaise et c'est une chose qui sera faite dans un premier temps. Prenant la parole, l'honorable Victor Ngoy a donné son message sur l'état des lieux de l'infrastructure dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Mon territoire de Kipushi est en lambeaux. Ici, je voudrais demander où sont passés le fonds de développement de 145 territoires.
moi je vous demande rien que pour mon territoire Petit Pouchy, où rien ne va, et pourtant nous touchons presque la fin du quinquennat de notre Ouangani. Quand on parle de la ville de Tipouchi qui est vraiment avec des routes impraticables, que dire de l'intérieur? Des routes qui étaient censées être des routes de dessert agricole sont devenues aujourd'hui des forêts. L'arbre pousse partout. Maintenant, le villageois, les mandateurs de l'intérieur me demandent honorable, qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est pourquoi, Président, avec la main au cœur, je voudrais savoir où sont passés les fonds du développement de 145 territoires pour le territoire de Tipouchi. Touchés par la présentation des faits macabres du 23 mars dernier, quelques députés ont sollicité l'arrêt des travaux de la plénière en hommage des victimes. La majorité des élus ont voté pour la suspension de la dite séance plénière. Autre chose dans ce journal, l'Union des taximans du Maniema pour le développement, UTMD en sigle, a effectué ce mardi 25 avril sa sortie officielle à Kindu. Cette organisation a pour objectif notamment unir et former les montages de cette province. Baudouin Katunga, responsable de cette structure, explique le bienfait de cette organisation dans ses propos recueillis par notre permanent à Kindu. L'association a plusieurs objectifs, mais ce qui est très capital, c'est encadrer les taximens dans les domaines de transport informel dans la province du Maniema. Et encadrer les taximens dans toutes circonstances et toutes les manifestations qui peuvent se passer dans leur vie et défendre les droits des taximens dans la province du Maniema. Dans les jours à venir, dans notre association, c'est les prendre en charge dans toutes circonstances qui peuvent arriver dans chacun des taximens et aussi amener tous les taximens à connaître les codes de la route, de se prendre en charge dans certaines circonstances et que les taximens se montrent qu'ils sont responsables de leur vie et ils sont responsables dans toutes les activités qu'il est en train de faire. Et de laisser toutes les manipulations politiques, nous faisons des réunions. Il y a des réunions, il y a des séminaires. Et dans chaque séminaire, nous allons inviter un expert qui connaît les codes de la route. Et l'expert peut venir, et comme la semaine passée nous avons fait, il est venu, il enseigne aux taximens de l'UTMD comment il peut respecter les codes de la route. Santé à présent dans ce journal, la coordination du programme national de lutte contre le paludisme invite la communauté du Kasaï central à fédérer les énergies pour lutter face à cette maladie. C'était à l'occasion de la journée dédiée au paludisme. Soleil Toumba pour le reportage. Au cours de ces face-à-face avec la presse locale, Dr Berry Beya, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme au Kasaï central, a rendu public les statistiques de cette maladie pour l'année 2022. Nous avons noté une morbidité de 44,1%, soit 1 337 cas, 697 cas sur 3 094 260 cas de malades, toutes causes confondues. Et parmi ces cas de paludisme, nous avons noté 1 194 337 cas de paludisme simple. Le paludisme grave, nous avons noté 131 369 cas. Les enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de la maladie au cours de l'année représentent 48,5%, soit 669 113 cas. Eu égard à ces tableaux sombres, Berry Beya Kabassou sollicite ainsi l'implication de tous pour barrer route au paludisme. Face à ces défis, une coordination des actions des différents intervenants s'avère plus qu'une nécessité si nous voulons aider notre chère province Kasaï centrale à réduire la charge de mortalité due au paludisme qui est encore alarmante. Car les interventions isolées les uns des autres ne serviront qu'au gaspillage, au saupoudrage des ressources combien capitales dans cette lutte contre le paludisme. Puisse
chacun de nous contribuer à la réussite de cette lutte. Comme le précise si bien le thème de la journée, il est temps d'atteindre l'objectif 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre la lutte contre le paludisme. Plusieurs activités sont prévues, dont celles liées à la sensibilisation de la population à faire dormir leur famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides et d'assainir ainsi leur environnement de vie. Restons sur ce registre de la santé. Il se commémore ce mardi 25 avril la journée mondiale du paludisme. Plus de précisions dans ces commentaires de Sarah Kampika. Le partenariat fait reculer le paludisme a été créé en 1998. Il fédère les efforts de l'OMS, de l'UNICEF, de la Banque mondiale, du PNUD et des autres organisations volontaires engagées aussi dans la lutte contre le paludisme. L'ensemble de ces collectifs est à l'origine de cette journée pour lancer un appel aux laboratoires pharmaceutiques et aux pays donateurs, afin qu'ils soutiennent l'initiative visant à rendre disponible un médicament capable pour sauver la vie, car chaque année, des centaines de milliers de personnes se retrouvent touchées par cette maladie. Pour sa part, l'UNICEF entend s'appuyer sur son réseau d'approvisionnement mondial pour mener les combats inclusifs en vue de réduire la mortalité due au paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement transmissible par des moustiques. On pensait à l'origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d'où le nom du paludisme, dérivé du mot ancien paluduma raïs. En 1980, les scientifiques ont découvert les véritables causes du paludisme, un parasite unicellulaire appelé Plasmodium. Ils ont ensuite découvert que les parasites étaient transmises d'une personne à une autre par la piqûre d'un moustique anophèle femelle qui a besoin de sang pour nourrir ses œufs. Chaque année, 300 millions de personnes sont en tête du paludisme et tuent plus de 300 personnes par jour. Et puis, en séjour dans le Haut-Lomami, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe Kankato et sa suite sont allés présenter leur civilité au vice-gouverneur de cette province pour lui annoncer le projet de transporter les produits alimentaires par voie ferroviaire vers les grands centres de consommation. Suivez. À peine arrivé à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe Kankato, dans sa suite tous les comités de gestion, a pris langue avec le vice-gouverneur, l'honorable Loué Kamataka Martin, pour les civilités. Dans cet tête-à-tête, le numéro 1 de la SNCC a aussi fait voir au vice-gouverneur qu'il est dans les Haut-Lomami pour se rendre compte du fonctionnement de cette société à travers le mouvement de produits de première nécessité dans les différents centres afin de répondre aux besoins de la population sur le plan alimentaire. Nous sommes venus jeter un coup d'œil dans l'interland agricole, voir un peu ce que nous avons à Kitenge, à Lengue, dans les différents points agricoles, ce que nous avons et organiser les mouvements vers les centres de consommation afin de répondre à la grande préoccupation alimentaire qui préoccupe le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Quant à la vétusté de la voie ferrée, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, réagit. La voie ferrée, la SNCC, ça, vous avez 3641 km. Et sur les 3641 km, la moitié, c'est dans un état de délabrement. Il y a un programme national de réhabilitation de notre chemin de fer. En attendant, nous évoluons avec les dépannages ponctuels qui essayent quand même dans la mesure de leurs possibilités de donner des réponses adéquates. C'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Dans ce journal, vous avez suivi le lancement officiel de la journée porte ouverte à la Commission électorale nationale indépendante CENI, au cours duquel le premier vice-président de la CENI rassure que les élections auront bel et bien lieu. Vous avez également suivi l'invitation lancée par la coordination du programme national de lutte contre le paludisme à la communauté du Kasaï central à lutter efficacement contre la maladie. Fin complète de cette session d'information sur Molière Canal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Bye bye.